Voilà. Donc, bienvenue à Marion Van der Straeten et à Séverine Martin ce soir, je disais donc, pour cette conférence exposée sur la naturopathie féminine. Et vous avez choisi comme titre, mesdames, Regard croisé sur les nouveaux défis de l'accompagnement de la femme. Alors, vous êtes toutes les deux naturopathes, vous êtes spécialisées dans l'approche féminine de la naturopathie. Euh, et ça, c'est chouette. Vous êtes formatrice également au niveau de notre centre de formation professionnelle, le CNR Formation. Et vous avez bien sûr une affinité particulière pour cette approche et puis bien sûr des compétences. On va peut-être, enfin, je vais vous laisser vous présenter. Donc moi, moi, je suis Christophe Cano, directeur du CNR Formation. Et on se connaît bien puisqu'on travaille ensemble. Je vous laisse vous présenter un petit peu par rapport à votre parcours, vos formations, vos métiers multiples, petit à petit en laissant les personnes nous rejoindre. Euh, Parce qu'on est en Charente, on a peut-être le quart d'heure charentais aussi pour toute la France. Marion, je te laisse commencer peut-être? Oui, merci Christophe. Bonjour à tous ceux qui sont là. Donc moi, je m'appelle Marion et j'ai été formée au CNR il y a quelques années. Je suis devenue naturopathe et puis dans la foulée, je me suis formée à la naturopathie féminine au CNR. Et puis maintenant, je l'enseigne. Je l'enseigne après quelques années de pratique. Je l'enseigne au CNR, voilà, pour changer. Voilà. Pour mon parcours en version raccourcie. Séverine, je te laisse te présenter. Ça marche. Je vais faire en version raccourcie également alors. Donc Séverine, donc en fait je suis ergothérapeute de première formation et puis je me suis formée donc à la naturopathie au CNR en 2024, je crois que j'ai fini. Et ensuite j'ai continué mon parcours de formation moi, en me formant sur la naturopathie spécifique à l'enfant. Et de là a forcément découlé, bah, qui dit enfant dit maman, donc femme dans sa globalité. Donc je me suis également formée, j'ai beaucoup appris sur la féminité et tout. Et donc bah, maintenant, voilà, je partage tout ce que j'ai pu apprendre, vivre, etc. et découvrir tout au long des consultations. Voilà. Alors, c'est votre quotidien que d'accompagner les femmes, donc pas que les femmes, bien sûr, mais particulièrement les femmes qui ont des soucis par rapport à un tas de choses, je dirais, par rapport à leur féminité. C'est un sujet très vaste. Vous avez pointé des sujets particuliers pour ce soir, donc je vais faire mon bon élève, puisque c'est vous qui faites le plan et moi qui mène un peu la danse, mais c'est vous les artistes. Et c'est vrai que aujourd'hui, on parle beaucoup de problèmes de fertilité, c'est même une cause nationale. J'ai vu qu'il y a tout un tas de solutions ou de propositions qui sont amenées, donc qu'on peut plus ou moins juger euh, favorables ou pas favorables selon ses points de vue. Chacun est libre par rapport à ça. En tout cas, nous, notre participation, je dirais, en tant que naturopathe, n'est pas à, à ignorer, puisqu'en fait, on peut participer à cet effort national, collectif, parce qu'effectivement, on peut dire que la fertilité est en berne. Donc, les chiffres que vous m'avez donnés, je reprends, hein, 1,5 enfants en moyenne contre 1,8 il y a 15 à 20 ans. Un couple sur 8, selon les chiffres du gouvernement, a des difficultés à concevoir un bébé en France. Et puis tous les problèmes, alors c'est pas que l'infertilité, des problèmes, je suis sûr qu'on a tous dans nos familles ou nos proches quelqu'un qui a au moins été confronté à l'endométriose. Par rapport à parler d'errance médicale, c'est-à-dire c'est vrai qu'il y a parfois des vides de solutions ou des pseudo-solutions qui vont enlever les symptômes mais pas forcément résoudre. Et je pense que le fait de se mettre tous ensemble, ça peut être une bonne idée, qu'on ait chacun des idées complémentaires. Donc ça, c'est plutôt chouette. Je pense que tout le monde sera d'accord pour accueillir cette idée. Euh, Est-ce que dans votre pratique, donc, vous observez ces difficultés et comment, alors je ne sais pas si c'est Marion ou Séverine qui va commencer à répondre, comment vous expliquez en fait ce phénomène qu'on peut appeler de société? On a parlé du cancer, on a parlé de, c'était le Covid, bon, maintenant c'est la fertilité, peut-être que tout est plus ou moins lié, qu'il y a des conditions.
Voilà. Alors, je vais juste avant de commencer, rappeler pour que le bon fonctionnement harmonieux de notre conférence, si vous avez un micro, ben, vous pouvez le couper parce que parfois on entend ce qui se passe dans vos maisons. C'est pas désagréable, mais c'est pas la conférence. Et puis, on laissera des espaces régulièrement. C'est vous, mesdames, qui me direz à quel moment vous voulez laisser des espaces pour poser des questions. Mais vous n'hésitez pas à lever la main quand vous avez quelque chose à chaud comme ça. Je pense qu'on nos conférencières se feront un plaisir de vous répondre. Voilà, donc voilà, comment expliquez-vous les difficultés et ces problèmes qu'on rencontre aujourd'hui, particulièrement ben, par Par rapport exemple, à la fertilité? la Madeleine de Proust, c'est du sucre et du gras. Voilà, par exemple, on entend quelqu'un, je ne sais pas chez qui, C'est la soupe de sucre en poudre. C'est Sandrine. Sandrine, qui n'a pas coupé son Sandrine. micro. C'est Sandrine qui n'a pas coupé son micro. C'est tout le Sandrine. problème de savoir est-ce que le sucre est une drogue ou pas. Le sucre, Alors, il doit y avoir une concurrence Voilà. Alors, j'ai coupé le Voilà, son. effectivement. Bah après, en même temps, on peut rebondir là-dessus que le sucre est réellement une drogue et n'aide pas sur les problèmes, enfin, les troubles globaux de la féminité, hein. Est-ce qu'il n'est pas un problème pour tellement de choses, ce sucre? Hein. Effectivement. Allez-y, ben, je vous laisse la parole. Marion, est-ce que je te laisse commencer? Bah, écoute, oui, alors c'est une question très vaste, Christophe, parce que oui, enfin c'est clairement quelque chose qu'on voit en cabinet. Moi, je le vois dans le mien. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de femmes qui viennent pour ce genre de problématiques. Enfin, je dis femmes et couples en fait, hein, parce que on s'adresse pas uniquement aux femmes, puisque notamment dans le cadre de la fertilité, on s'adresse évidemment aux couples. Euh, mais dans le cas des femmes, oui, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de femmes en souffrance par rapport à des problèmes autour du féminin, que ce soit la fertilité, mais aussi, on a parlé, hein, l'endométriose, les ovaires polykystiques. Enfin, il y a pas mal en fait de pathologies qui ont l'air d'émerger et pour lesquelles en fait les femmes se tournent de plus en plus vers la naturopathie parce que je pense qu'elles prennent conscience aussi que il n'y a pas une seule cause et donc il n'y a pas une seule solution qu'on puisse leur apporter. Dans les problématiques que moi je rencontre le plus, c'est le mode de vie, l'environnement, même si on peut quand même parler beaucoup de génétique, hein, enfin voilà, ça fait pas tout bien sûr. Il y a des familles à endométriose par exemple, ou des familles à hypofertilité. Euh, on a, nous, naturopathes, un gros travail à faire justement sur l'environnement. C'est là où on a vraiment une plus-value en fait. Parce qu'on va aller chercher juste sur toutes ces causes-là. Comme ça me fait penser, là, que c'est une journaliste qui s'appelle Corinne Lalo, qui a écrit un livre, Le grand désordre hormonal, et elle parle de l'impact de l'environnement que nous, humains, abîmons de plus en plus, et l'impact que ça a, notamment sur la fertilité féminine. Pour citer juste un exemple, elle parle en fait, qu'on prend de plus en plus d'hormones, notamment par la pilule, hein, ou par toutes les contraceptions hormonales, et qui vont ensuite s'évacuer dans l'urine et se retrouver dans le cycle de l'eau. Et puis c'est une eau qu'on va boire ensuite, nous humains, humaines, et qui va amener son lot de perturbateurs endocriniens à travers du coup la pilule qu'on a pris auparavant. Voilà, en plus d'avoir un impact sur l'environnement, et cet environnement, c'est nous, quoi. C'est nous, on vit dedans. L'eau est de plus en plus polluée, mais les poissons qu'on mange vivent dans cette eau polluée, donc ça nous amène encore des éléments perturbateurs. Donc c'est vraiment quelque chose de très ouais, multifactoriel, et je dirais qu'on peut pas s'acquitter d'un seul facteur pour prétendre avoir la cause de la problématique en fait. Je sais pas ce que tu en penses, Séverine. Ouais, mais je rebondirais sur ce que tu dis. Enfin voilà, par rapport à l'exemple de Corinne Lalo, en fait, elle donne même des chiffres qui sont assez alarmistes, je dirais, et notamment chez les hommes, en fait, où elle explique que en 50 ans, il y a quand même plus de 50% de perte de spermatozoïdes dans le liquide séminal. Donc, enfin, c'est énorme. Donc, ce qui explique en partie aussi la baisse de fertilité des hommes aussi. On parle souvent des femmes, mais là, bon, elle englobe tout le monde. Et donc, c'est vrai que forcément, ça, c'est quand même un gros questionnement, quoi.
Oui, Mm. oui, bah, tout à fait, parce qu'effectivement, cet impact, il est sur les deux sexes, hein, de toute façon, c'est évident. Et Mm. puis, c'est quelque chose qui est mondial, en fait, hein. Et quand on vous écoute, là, on a l'impression, ça veut dire que globalement, on est coincé. Enfin, c'est parce que quand on parle de pollution, d'environnement, d'électromagnétisme, de 5G, de je ne sais pas trop quoi, toutes ces choses en fait sur lesquelles on n'a même pas fait suffisamment d'études pour voir les impacts, mais on voit les impacts. Après, il faut pouvoir faire les liens, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus, mais on peut quand même se poser des questions sur tout un tas de secteurs. Euh, donc je ne sais pas, j'espère que vous aurez des solutions optimistes parce que ça semble difficile de changer l'environnement. Euh, ben, j'imagine que vous allez nous proposer dans un deuxième temps des solutions. Alors déjà, moi j'ai presque envie de vous dire, il faut qu'on change notre eau très vite parce qu'on est quand même fait de Oui. pas mal d'eau, hein. Donc si on commence par changer l'eau qui nous constitue, c'est déjà pas mal. Malheureusement, je pense qu'il n'y a pas que ça, quoi, hein. Je me souviens quand j'étais plus jeune, moi, en tant que militaire, tous ceux qui étaient dans des bases avec des radars, par exemple, on les prévenait, notamment des radars qui émettent ou qui reçoivent, je ne sais plus, enfin, il y a un qui est plus dangereux que l'autre. Ben, il y avait des problèmes de fertilité. C'était dans le contrat, quoi. On savait qu'il y avait. Donc, on sait que les ondes électromagnétiques ont une action néfaste sur la fertilité masculine, hein, c'est clair. Mm. C'est clair. Oui, ouais, ouais. Après, de toute façon, il y a des solutions un peu pour tout aussi, mais il faut effectivement vivre dans le monde dans lequel on vit. Et ça fait beaucoup écho à ce qu'enseigne le CNR sur le fait qu'on ne puisse pas faire de la naturopathie pour soi-même sans avoir une vision globale, une vision environnementale. On a besoin, Christophe, tu le dis toi-même, de voir l'écologie au sens très large aussi. Et finalement, bah, avoir des connaissances, des compétences personnelles sur bah, comment agir positivement sur sa santé, ça va agir indirectement aussi sur l'environnement, qu'on va bah, certainement moins polluer, moins abîmer. Donc c'est un peu l'œuf et la poule, quoi. Et c'est vrai Oui. que c'est un vrai problème pour nous, les humains, ou les Français particulièrement, parce que dans certaines tribus ou peuples premiers, ils ont plus cette sensation, Mm. ce sens des responsabilités et des relations, des interrelations, de l'interdépendance entre la nature, les autres et puis eux-mêmes. C'est vrai que c'est difficile quand on pollue de se dire bah, le papier que je jette ou l'essence que je brûle, demain, ça va jouer sur ma fertilité. Et c'est très difficile pour un humain d'avoir cette espèce de rapport lointain entre un aliment qu'on mange et le cancer ou alors ça va peut-être pas déclencher le cancer, mais ça va peut-être le favoriser ou celui qu'on mange pas, qui va se faire très longtemps après. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tac au tac. Il faudrait qu'on ait une baffe à chaque fois qu'on fait une action qui n'est pas juste. Mais malheureusement, on a une telle endurance, nous les humains, qu'on ne voit pas ça. Et on pourrait dire que, et je pense que vous partagez, ce qu'on subit, ce que la condition de fertilité subit aujourd'hui, c'est le résultat non pas d'une seule génération, mais de nombreuses générations qui ont laissé peut-être aller. Combien tu dis Ah, on compte Trois, en général trois, ouais, hein, trois trois c'est générations. générations, généralement, ouais. Ouais. Mais effectivement, comme tu le dis, Christophe, c'est vraiment, enfin, c'est pas une seule action qui a un impact, c'est vraiment toute l'accumulation qu'on peut avoir. Alors, déjà des générations et puis même dans notre quotidien, quoi. C'est pas parce qu'on boit une fois l'eau, effectivement, qu'on va avoir des soucis, mais c'est toute l'accumulation de l'eau, des produits même qu'on peut se mettre sur la peau. Enfin, faut savoir qu'une femme, en moyenne, elle se met au moins une douzaine de produits enfin, au quotidien sur la peau, quoi. Ah, mais clairement, ouais, Donc, oui. Ouais. enfin, c'est l'accumulation vraiment qui fait que bah, notre corps, en fait, il regorge de produits chimiques, de phytoestrogènes et tout, quoi. Enfin, Hum, donc c'est hum. vrai que c'est plus Et ça. est-ce qu'il y a justement par rapport à ces problèmes de perturbateurs endocriniens, est-ce que vous avez observé, c'est pas vous qui les faites les statistiques, mais une recrudescence de certains cancers liés à la femme ou des choses comme ça qui sont apparues? Est-ce que vous avez à peu près des chiffres à nous donner par rapport à un rapport qui pourrait exister entre ces perturbateurs ou d'autres facteurs, bien sûr, et puis une augmentation des cancers? Mais alors, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais il me semble quand même que, enfin, voilà, les cancers, notamment du sein, c'est ceux qui sont le plus marquants. Tu me dis si je me trompe, hein, Marion, mais qui ont augmenté alors, est-ce que c'est 40 ou 45%, je sais plus exactement, mais c'est dans ces eaux-là. Et alors, en combien de temps? Je dois être dans en une vingtaine d'années peut-être. Ouais. Et donc, ce qui est énorme, enfin, 45% de plus. Alors, bon, il y a beaucoup de choses qui ont changé, certes, mais enfin, voilà, sur des cancers aussi.
Avant, on en parlait énormément. Maintenant, on en parle encore plus, mais ça devient récurrent. On connaît tous quelqu'un, forcément, enfin, quasiment tous, qui a eu un cancer du sein dans notre entourage, quoi, Oui, pour ne parler que du sein, puisqu'on fait que du même sein. des vaccins maintenant de Mhm. prévention pour Cancer de l'utérus et tout. virus, le Mhm. papillomavirus, enfin, toutes ces choses qui peuvent dégénérer, hein, tout le monde déjà. Oui, Alors, on est bien d'accord qu'on est naturopathe, on n'est pas là ce soir pour donner des solutions pour soigner un cancer, on est bien là pour mettre tout en œuvre pour ne pas développer un terrain propice à tout un tas de maladies. C'est important de le rappeler à nos, à ceux qui nous suivent ce soir. Il y a une question dans le chat de Juliette qui me met, est-ce que les femmes sont vraiment plus en souffrance maintenant ou est-ce qu'on les entend plus? C'est aussi parce que on leur donne plus la parole et qu'on les écoute beaucoup plus. Une question pertinente parce qu'effectivement, c'est comme les femmes qui étaient maltraitées. Autrefois, il n'y en avait pas, c'est bien connu, mais surtout, elles ne parlaient pas. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Alors, ouais, c'est une bonne vas-y, question. je t'en prie. Je complète. Oui, voilà. Alors, je ne sais pas si elles sont plus en souffrance parce que je pense que c'est très difficile de mesurer la souffrance. Par contre, effectivement, je pense qu'elles ont plus d'espace de parole maintenant et qu'elles ont plus l'autorisation à être en souffrance par rapport à bah, une problématique féminine. Effectivement, elles sont plus écoutées, plus entendues et il y a une scène médiatique qui est mise en place aussi pour ces femmes qui est beaucoup plus grande qu'auparavant. Mais en même temps, bah, est-ce que c'est pas ça aussi qui génère plus de souffrance chez ces femmes, puisque il y a une perte d'espoir aussi. Il y a des femmes qui disent bah de toute façon, enfin, si j'ai pas ça, j'aurai autre chose quoi. Elles sont un peu, je les vois dans le cabinet, elles ont perdu espoir quoi. Voilà, parce que elles ont l'impression qu'elles sont condamnées à souffrir. Il y a aussi beaucoup d'adhésion à des croyances, hein. Et ces croyances, elles sont véhiculées aussi bah, par la libération de la parole. C'est pas parce qu'une femme vit quelque chose que une autre va vivre la même chose. Mais il y a aussi des femmes qui adhèrent en fait à ces messages-là et qui, du coup, leur souffrance continue en fait parce qu'elles restent dans ce monde-là. Elles sont sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Du coup, bah, ça n'arrête pas de leur tomber dessus ces infos. Et je crois qu'on a aussi un rôle en tant que naturopathe de les ouvrir à d'autres horizons, quoi, de dire ben oui, il y a ces difficultés, mais il y a aussi autre chose. Il y a un autre monde, il y a d'autres façons d'être femme que bah, voilà, celles pour lesquelles vous n'arrivez pas à être femme. Je pense que voilà, il y a deux, trois générations, il n'y avait pas beaucoup d'autres possibilités que, bah, c'est un peu caricatural, mais le mariage ou le couvent, quoi. Donc là, les souffrances sont, à mon avis, liées au fait qu'on entende beaucoup parler des problématiques féminines, que la parole est ouverte et que bah, les femmes sont confrontées maintenant à des choix qu'elles n'avaient pas auparavant, où de toute façon, bah, la souffrance s'exprimait pas parce que je pense qu'il n'y avait pas cette possibilité, quoi. Hmm. Fallait faire tout le Ça, ménage. ça me rappelle une personne que j'ai rencontrée il y a quelques semaines qui souffre d'endométriose, une jeune fille. Et c'est terrible parce qu'en fait, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle allait essayer finalement d'obtenir une prise en charge pour handicap parce qu'elle ne s'en sort pas depuis 4 ans. Et j'ai trouvé ça terrible. Je trouve ça terrible parce que c'est typique finalement de notre société moderne qui fait que on a tout un tas de prises en charge pour nos souffrances, mais on finit par abandonner parce qu'on n'a pas de solution et par se dire bah, la seule solution, finalement, je vais essayer de tirer quand même profit, c'est que la société moderne, elle va me donner des subventions pour maintenir mon problème. C'est terrible. Enfin, j'ai trouvé ça terrible parce qu'on aurait pu le mettre pour n'importe quelle autre problématique. Et l'identification, j'en parle dans mon concept de naturopathie ressourcée, hein, pour moi, c'est important. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi se dire qu'on a la liberté de guérir. On n'est pas obligé de rester dans cette condition, même si aujourd'hui les bouches se libèrent. Ça ne veut pas dire que les femmes doivent rester infertiles ou malades, on est bien d'accord, hein, Mm. Oui, on est tout à fait d'accord. Et enfin, et voilà. Et c'est dommage d'en arriver au point de se dire, bon, bah, j'ai plus rien à faire, je vais passer enfin, dans le versant reconnaître une maladie, alors que finalement, il y aurait, sans parler de guérir ou autre, on n'est pas médecin ni quoi que ce soit, mais au moins améliorer un quotidien. Il y a quand même plusieurs choses à faire qui peuvent être au moins pour soulager et apprendre à vivre au quotidien avec. Alors, on va avancer un petit peu dans notre débat. J'aimerais vous poser euh,
la question. Alors, j'ai deux choses déjà à vous dire. C'est bon, c'est bien la visio, comme ça on ne reçoit pas les tomates en direct. J'ai envie de vous dire quand même, la femme, autrefois, quand elle faisait des enfants, elle avait plus de temps. Et là, c'est un petit peu anti-progressiste, hein, parce que je me dis qu'aujourd'hui, la femme, elle s'arrête, elle est enceinte, elle a une hygiène de vie parfois hyper stressée, hyper occupée, hyper rentable, enfin la femme moderne, quoi, hein. Je ne parle pas forcément de ceux qui ont une hygiène naturopathique, mais voilà, prenons la personne lambda. Et l'enfant apparaît dans un contexte qui n'est pas forcément préparé. Et je pense que ça aussi, ça a changé au cours des générations, et c'est un facteur peut-être dont il faudrait tenir compte. Alors peut-être que dans les prérogatives gouvernementales, il faudrait non pas prévoir allonger le congé maternité, mais il faudrait carrément allonger le congé conception ou en créer un pour pouvoir préparer ce nid douillet qu'est la femme. Enfin, je suis désolé, j'ai des idées un petit peu peut-être avant-gardistes, mais qui finalement ressemblent à avant. C'est-à-dire qu'on a perdu aussi peut-être cet environnement, hum, comment dire, cohérent, invitant pour un enfant qu'il a envie de descendre, ou en tout cas que même physiologiquement, l'œuf ait envie de s'accrocher. Et c'est difficile sur un terrain qui est hyper moderne comme ça, pour un enfant de s'accrocher sans hygiène alimentaire au préalable. Enfin, je sais qu'en Inde, on prépare, non seulement on prépare avant de faire l'amour pendant des jours et pendant toute la soirée, mais on prépare aussi pendant des mois la conception parce qu'il faut être au top, quoi. Et je me dis qu'autrefois, ça devait plus se réfléchir que maintenant. Les gens avaient du bon sens, comme ils faisaient leur jardin, ils faisaient des enfants. Bref. Et puis il y a eu, ça c'est ma deuxième question, il y a eu l'arrivée de la pilule. Donc la fameuse pilule magique Mm. qui a permis de réduire les familles, qui a permis de... Bon, mais elle a réduit tellement les familles que maintenant, est-ce qu'elle réduit pas carrément la reproduction? Qu'est-ce que vous en pensez? On va se regarder. Non, bah, en tout cas, clairement, on va pas diaboliser la pilule, hein, parce que, enfin, voilà, elle a apporté sûrement beaucoup de positifs à certaines femmes maintenant. Et puis, on n'est pas là pour faire le procès de la médecine ni quoi que ce soit. Maintenant, en fait, ce qui est le plus problématique, oui, la pilule, c'est surtout la prévalence de la pilule, en fait. C'est que maintenant, dès qu'il y a un souci ou qu'on veut choisir de faire les bébés quand on veut, quand on le décide nous, ou quand dès qu'il y a un trouble ou des cycles irréguliers, etc., la solution, en fait, c'est la pilule. Et en fait, c'est plutôt ça qui est problématique. C'est qu'il n'y a pas, on n'éveille pas les femmes à autre chose, aux méthodes. Il y a des méthodes naturelles qui existent justement. Et c'est dommage, en fait, c'est plus cet aspect-là qui est problématique. Et Marion, toi, tu peux nous parler. Alors, il y a la symptothermie, il y a la méthode Billing notamment, qui sont enfin, plus que méconnues, malheureusement. Hélas, hélas, hélas. Ouais, ouais. Oui, il y a beaucoup à gagner pour les femmes, enfin pour les couples hein, d'ailleurs aussi, à découvrir notamment les méthodes naturelles dont tu parles, Séverine. En fait, il y en a beaucoup, hein. On parle souvent de la symptothermie, mais en fait, on devrait parler plutôt des méthodes d'observation du cycle, les MOC, qui sont pas des moyens de contraception, mais plutôt une façon d'observer son cycle et de savoir à quel moment la femme est fertile et à quel moment elle est infertile, puisqu'elle n'est pas fertile sur l'entièreté de son cycle menstruel. Et par ces observations, bah, décider du coup voilà, d'un rapport ou pas, d'un rapport protégé ou non protégé, enfin, selon voilà, l'objectif du couple. Mais bon, je parle du couple, il y a beaucoup de femmes aussi qui observent leur cycle alors qu'elles n'ont pas de vie sexuelle active. Mais en fait, ça a aussi l'intérêt de remettre le focus sur la beauté du cycle de la femme, sur le fait que bah oui, les femmes ont un cycle et elles ont des besoins en fonction de leur cycle. Elles n'ont pas la même humeur, elles n'ont pas les mêmes envies, elles n'ont pas les mêmes capacités en fait au fur et à mesure de leur cycle. Et j'observe au-delà je mets des gros guillemets, du moyen de contraception, que observer son cycle, en fait, ça permet déjà de diminuer beaucoup de symptômes désagréables chez les femmes, puisque bah, je pense qu'il y a beaucoup de symptômes qui sont là aussi pour dire, le corps parle et dit coucou, j'existe, on peut pas continuer comme ça, voilà, je suis là, je suis cyclique, et il faut prendre ça en compte, sinon ça va mal se passer, quoi. Voilà. Et juste en remettant de la conscience là-dessus,
sur ce qui se passe en dessous du nombril sur le fait, voilà, oui, il y a une cyclicité. La bonne nouvelle, c'est que du coup, les moments où on va mieux reviennent. Les femmes vont déjà mieux, en fait, tout simplement. Je te rejoins complètement. C'est vrai que dans tout ce que moi je peux observer également, c'est déjà en fait avant même de parler de technique à proprement parler. Et en fait, on leur réexplique vraiment ce qu'est un cycle, enfin, en santé d'une femme avec les moments où on est off, les moments où on est pleine de créativité, etc. Enfin, vraiment, c'est à partir du moment où on les remet un petit peu à l'écoute de leur propre cycle, en fait, déjà, on sent un petit quelque chose qui se passe mieux, des douleurs qui s'apaisent, etc. Ou même le moral aussi, enfin vraiment qui est, enfin le côté psycho-émotionnel qui est vraiment plus facile à gérer. Donc, enfin déjà rien qu'en remettant ça, en reprenant conscience de son cycle, c'est déjà un énorme pas de franchi, hein. On s'aperçoit encore une fois qu'il y a cette notion importante de temps, de Mm. temporalité, c'est-à-dire qu'on n'a plus le temps. Et puis les relations ont énormément changé. Aujourd'hui, je veux dire, on libertine beaucoup, on change beaucoup de couples. Il y a pas de plans qui sont faits à long terme. Donc, c'est samedi soir, j'ai un dîner. Donc, samedi soir après dîner, je vais faire l'amour. Donc, je prends la pilule. Et c'est samedi soir-là que monsieur est libre. Parce que j'ai envie de vous dire, faut inviter aussi les messieurs à observer le cycle, peut-être les premiers d'ailleurs. Parce que c'est là aussi où il y a un problème et où peut-être les femmes ont changé. Mais je ne sais pas si les hommes, eux, ils sont restés dans leur caverne. Eux, c'est quand ils ont envie, n'importe quand. Et puis, il y a la pilule, c'est tellement pratique. Eux, ça va. Ça touche pas trop leur système hormonal, ce genre de choses. C'est hyper pratique. J'ai envie de vous dire, il reste aussi les capotes, même si c'est pas de la préhistoire, c'est peut-être pas mal. Et puis, il y a tout un tas d'autres techniques, le retrait, enfin, c'est pas agréable pour eux, mais il y a peut-être autre chose à vivre aussi. Enfin, bref, je pense on est dans un monde de consommation et malheureusement, le sexe en fait partie. C'est important de parler de tout ça parce qu'en fait, ça remet les choses à leur place, je pense. Et effectivement, le sexe est devenu, la sexualité, le rapport sexuel, qui était pour moi, à mon avis, quelque chose de beaucoup plus sacré autrefois, est devenu, enfin, quand je dis autrefois, c'est il y a longtemps, hein, est devenu quelque chose de consommation. Alors, évidemment que on va pas dire que la pilule n'a pas aidé ces pauvres jeunes filles qui ont peut-être subi des choses qu'elles n'auraient pas voulu et que heureusement que la pilule les a empêchées. On est d'accord, il y a des moments où c'est. Mais là, on parle de la pilule confort, on est d'accord. Oui, tout à fait. Mm. Mais je te rejoins totalement et j'étais en train de penser à quelque chose, mais j'ai oublié ce que je voulais dire. Ouais. Mm. Mais ça Voilà. reviendra, ça reviendra. Mm. Ouais, ça reviendra. Donc effectivement, vous disiez, Marion et Séverine, que les femmes utilisent la pilule donc en contraception, mais aujourd'hui, on l'utilise aussi de plus en plus pour lutter contre le syndrome prémenstruel, pour lutter contre les cycles irréguliers, pour tout un tas de choses. Euh, c'est peut-être ça aussi, cette espèce de confort qui n'est pas, parce que c'est pas contre la médecine, je veux dire, la médecine, elle n'y est pour rien, là, c'est un médicament qui est là, qui est en usage. Alors bien sûr, il faut une prescription. Non, je crois que c'est libre l'achat de la pilule, non, je sais plus. Il me semble que c'est libre. J'en ai jamais pris. Je dois te dire que je sais plus trop où ça en est maintenant, mais pour... Donc au moins, c'est que t'en prends pas. Non, Ok. non, c'est sur Non, prescription. C'est sur ouais, prescription. Mais la consommation est pas suivie. Je veux dire, voilà, non, on bien peut sûr. en commander 4 boîtes en disant j'ai une vie sexuelle très épanouie, ce qu'on appelle épanouie, et puis en faire une consommation, puis après les consommations en fonction des problématiques. Donc là, la naturopathie va apporter, non pas une autre pilule avec des herbes, on est d'accord, mais une autre approche de comment je gère mon cycle et comment je fais gaffe en tant que femme si je suis féconde, pas féconde. Ça a l'air bête hein, de dire ça, mais le problème, c'est que je pense qu'il y a très très peu de femmes qui savent encore le faire aujourd'hui. Je suis persuadé de ça. Je pense qu'il y en a effectivement, je te rejoins sur le fait qu'il y en a très peu qui peuvent par exemple savoir le jour même, voire, alors il y en a pour celles qui sont encore plus sensibles, le moment de l'ovulation. Donc en fait, c'est vrai qu'à partir du moment où on réexplique et on fait, enfin, on suit vraiment les méthodes naturelles d'observation du cycle et tout, il y en a qui arrivent à être tellement fines que voilà, elles peuvent dire à 2 heures près que c'est à tel moment qu'elles ont ovulé, et donc forcément ça facilite tout, et puis enfin voilà, aussi bien pour la procréation, mais pour les moyens de contraception. Donc c'est vrai que enfin c'est vraiment un mode de vie à avoir, c'est au quotidien, hein.
Après, c'est vrai que voilà, je rebondis aussi sur ce que tu disais sur le fait que certaines femmes maintenant prennent la pilule, c'est plus pour, alors j'aime pas le terme de confort, mais c'est dans le sens où pour compenser ou apaiser des troubles qu'on peut trouver, comme c'est vrai que le syndrome des ovaires polykystiques, il y a aussi les cycles irréguliers surtout, enfin ce genre de troubles qui des fois n'a pas forcément de solution allopathique directe, hormis la prescription de pilules. Et c'est à ce moment-là où, en tant que naturopathe, on a tout un panel de techniques qui peut vraiment les aider. Enfin, on va pas tout balayer, mais il y en a quand même quelques-uns phares, comme par exemple le gâtillier, qui est quand même un régulateur de la progestérone pour tout ce qui est syndrome prémenstruel. C'est vraiment quelque chose de très bénéfique. Alors, il y en a un que Marion connaît très bien, moi je maîtrise un petit peu moins. Il y a la poudre de shatavari, qui est une plante ayurvédique, c'est ça, hein? Oui, oui, oui. C'est la poudre de plante. Alors, on l'appelle aussi l'herbe au sang-marie, si je ne me trompe pas. J'ai vu ça, Tout un effectivement. programme. Autant, en fait, en Inde, c'est pas un de perdu, 10 de retrouvé, c'est C'est un ça. peu de poudre et on en a 100, quoi. Voilà, non, non, c'est. En fait, elles le prennent. Oui, très utile à la périménopause des Juliette. Mm, Ouais, en fait, elles le prennent à partir du moment où elles ont leurs règles et jusqu'à la fin de leur vie. Voilà, Juliette, on a l'échantillon à l'écran. En fait, ouais, elles prennent ça tout le temps. À partir du moment où elles ont leur première menstruation, et elles ont, je pense, le fait de prendre ça pendant toute leur vie de femme, quoi. Elles ont conscience que qu'elles sont femmes et qu'elles ont des besoins particuliers, quoi. Voilà, en fait, chaque jour, en prenant cette plante-là, elles y pensent. Elles disent, bah voilà, je suis femme, mon corps évolue, voilà, j'ai des besoins que les hommes n'ont pas forcément, parce que les hommes ne prennent pas forcément la poudre de Shatavari. Et dans le monde occidental dans lequel nous vivons, on a plutôt tendance à dire bah, j'attends d'avoir un problème pour prendre un petit truc mm. miraculeux et au bout de 3 semaines, j'aurai plus rien. Et donc, c'est vraiment un état d'esprit aussi, quoi. Au-delà de la poudre de Shatavari qui a l'air merveilleuse. Et effectivement, enfin, moi, j'ai beaucoup de bons retours là-dessus. Faut toujours l'associer à l'état d'esprit, à la compréhension, comment on vit le fait d'être une femme dans le monde dans lequel on vit, quoi. Oui, outre son aspect, on va dire, sur le corps en tant que tel, ouais, il y a tout l'aspect psycho-émotionnel, enfin, dans le sens où voilà, le fait de prendre cette poudre au quotidien permet quand même de se recentrer sur sa féminité, sur voilà, ce que ça apporte réellement, etc., quoi. Ouais. Mais oui. Il y a Sandrine aussi qui a écrit dans le chat. Excuse-moi, Christophe, je sais que tu veilles au chat. Je trouvais ça super intéressant. Euh, donc elle écrit, je pense que la plupart des jeunes Ouais. femmes ne connaissent pas leur cycle et prennent la pilule par facilité. C'est un confort, elles se posent pas de questions. Ouais, en fait c'est un ensemble. Enfin pour moi, comme elles connaissent pas leur cycle, elles ont du mal à réaliser qu'elles peuvent savoir à quel moment elles sont fécondes ou non. Mm. Et donc ça devient quelque chose de très compliqué pour elles à gérer. Et finalement, bah, quelles solutions leur sont proposées, quoi? Parce que nous, naturopathes, on arrive en disant, mais si, des solutions, mais on parle pas aussi fort que l'industrie pharmaceutique, évidemment. Et puis, bah, voilà, il y a un besoin de formation, il y a un besoin d'en parler, hein. C'est aussi notre rôle voilà, de dire qu'il y a ces possibilités. Et simplement, on est là pour donner le choix, en fait, pour éveiller aux possibilités. Et puis après, chaque femme fera son choix. Et sur une vie, on peut très bien faire plusieurs choix. Oui, du coup, on a un rôle, nous, naturaux, d'information sur le fait qu'il existe des alternatives, en fait, surtout. Ouais. Bah, vraiment, oui, voilà, comme on dit, naturopathe, éducateur à la santé également. Donc vraiment, ouais, montrer qu'il y a beaucoup de choses qui existent autres que une pilule qu'on prend effectivement parce qu'on ne sait pas plus poser de questions que ce qui existait à côté, quoi. Oui, tout à fait. Ça rejoint ce que dit Juliette dans le chat. C'est ça, ça commence très tôt et ça me fait penser que finalement notre travail demain en tant que naturopathe, ça sera d'aller dans les écoles. Ça sera Oui. d'aller voir, ben, pour le coup, les jeunes filles, mais pour la naturopathie, de voir les enfants. En fait, l'éducation à la santé, c'est un devoir civique. Tout comme autrefois on apprenait à dire bonjour, merci.
On appelait ça l'instruction civique. Je me rappelle, moi j'avais des cours d'instruction civique à l'école. À l'armée, on en avait aussi. Ben, ça remplaçait ceux qui n'avaient pas de bon Dieu, hein. On était des petits gars gentils, polis, et des petites filles. Bon, ça peut aider, hein, c'est sympa, même dans la sexualité. Et du coup, on s'aperçoit que la naturopathie et ce qui est autour de la sexualité et des problèmes liés à la féminité, mais pas que la sexualité, parce que la féminité, c'est pas que la sexualité, on est bien d'accord. Euh, c'est quelque chose qui devrait être enseigné très tôt, comme des fondamentaux. Et effectivement, la société telle qu'elle est conçue aujourd'hui n'a aucun intérêt, elle est, je dirais, sous la dépendance de lobbying commerciaux, tant qu'il n'y a pas un effort politique pour enlever cette jonction, cette aliénation finalement à des commerces, on ne pourra pas faire une vraie protection de nos enfants et on ne pourra pas faire une vraie éducation. Et j'ai envie de vous... Alors, je vais me permettre, c'est pas moi le conférencier, mais je vais quand même faire un partage d'écran parce que je vous conseille, voilà, j'ai été le voir dans la Drôme, ça s'appelle Première Lune. C'est un film documentaire, donc j'ai rencontré Mélanie Mello, donc c'est elle qui a fait le film. Elle est partie dans le monde entier à la recherche des premières lunes chez toutes les jeunes femmes dans toutes les traditions. Donc c'est un documentaire exceptionnel, vraiment. Peut-être vous le connaissez pas. Et vous verrez que la tradition qui m'a le plus plu dans le film, dans le documentaire, en fait, chez je crois que c'est Nord-Canada, chez les anciens Amérindiens. Euh, alors j'aime bien ce peuple, certes, mais bon, je dis ça de façon assez objective parce qu'en fait, ils n'ont pas coupé le lien d'enseignement de mère à fille. Et vous verrez dans le reportage, il faut vraiment le voir parce qu'il est magnifique. euh, on voit que la mère enseigne ce que sa mère lui a enseigné et que Ouais. sa fille arrive, vous savez, la paire de claques, enfin, les conneries je dirais, voilà, alors bon, ça dépend comment c'est fait, mais bon, s'il y a que la paire de claques, c'est un peu bête, c'est parce qu'en fait, souvent, il y a la paire de claques et la mère qui pleure parce que sa fille devient une femme, hein. Mais là, il y a une douceur d'accompagnement vers le fait que la femme va pouvoir porter la vie. Donc c'est quand même quelque chose, je veux dire, hein, c'est notre Graal, hein, la femme. Et à ce moment-là, on va lui donner toutes les informations nécessaires à la gestion de sa propre sexualité. Et ça, c'est quelque chose qui ne se fait plus. C'est pour ça, je veux dire, ça ne se fait plus par nos grands-mères, ça se fait par les naturopathes. C'est vrai qu'on nous dit avec nos remèdes de grand-mère, bah ouais, bah on n'a pas que des remèdes de grand-mère, on amène des histoires de grand-mère, surtout vous les femmes, hein. Et c'est quelque chose qui pourrait demain être fait dans l'éducation, je pense, hein. Voilà, je termine. Ah, mais je te rejoins, enfin, je te rejoins complètement là, d'autant plus que, enfin voilà, où je me suis intéressée particulièrement à l'enfant et à l'adolescence, enfin voilà, par le biais de différentes interventions, etc. Et c'est hallucinant. Et je rejoins Juliette qui disait ça dans le chat, le nombre de jeunes filles qui prennent la pilule. Mais enfin, franchement, et juste parce qu'en fait, bah, et alors, c'est pas fait mal, mais en fait, leurs mères bah, ont pris la pilule à partir du moment où elles ont été réglées. Donc, bah, on fait pareil, sans explication, enfin, sans plus que ça, en fait. Donc, mais quand on regarde, enfin, la dernière fois, j'étais dans une classe, sur 33 élèves, il y en avait quand même 31 qui prenaient la pilule. Enfin, pas 31, mais sur 31 filles qui étaient présentes, Oui, 33 bien sûr. filles, 31 qui prenaient la pilule. Enfin, hallucinant. Oui, Et oui, quand on leur demande pourquoi, bah, tout simplement parce qu'il faut se protéger. oui, oui. Ah ben, je sais que, je ne sais pas si ça existe en France, on met maintenant comme des ovules sous la peau qui sont valables 3 mois. Oui, les implants, ouais, Les tout à implants qui fait. diffusent les hormones, enfin, je trouve ça, pour le coup, bon, c'est... Et encore, les implants peuvent totalement t'enlever tes règles aussi. Donc, Mm, enfin, mm. c'est comme ça, au moins, bah, et il y en a beaucoup qui disent, ah bah, moi, je suis débarrassée. Alors, la question, puisque bon, là, comme vous disiez, on ne va pas diaboliser la pilule parce qu'elle est quand même vachement pratique pour un tas de choses. Est-ce qu'il y a un rapport entre une prise de pilule à long terme et des problèmes éventuellement de fertilité? J'irais même au-delà. C'est-à-dire que si la génération au-dessus Ouais, pris la pilule pendant des années, en fait, il y a un effet cumulatif. C'est enfin, par rapport à mon âge en tout cas, nos grands-mères qui ont commencé à prendre des hormones n'ont pas eu de soucis.
Après, nos mères, quoi, ont Mm. commencé à avoir quelques soucis, mais pas si gênants que ça. Et en fait, Pas c'est la énorme. génération maintenant, quoi, la mienne, qui trinque. Et en général, la solution qu'on apporte, c'est des hormones en plus. Donc, oui, C'est un peu voilà, le cercle, là, y est, bah, tu continues, quoi. voilà, c'est ça, ouais, ouais. Donc oui, il y a un gros problème de cumul et effectivement de durée, c'est clair. Après, la difficulté, c'est que plus il y a ce cumul, plus c'est difficile d'arrêter, parce que pour le coup, bah, les symptômes, notamment de détoxification des xénoestrogènes, sont très très désagréables et peuvent durer très longtemps. Donc voilà, on évite de tenter en fait de retomber dans ce schéma-là parce que c'est compliqué en fait de se sevrer euh, de ces solutions. Ah oui, c'est pas seulement pratique, c'est-à-dire on peut parler de véritable addiction hormonale du coup. En fait, ça rend les choses simples, alors même si ça crée d'autres problèmes, ça arrive un peu comme une solution de simplicité, quoi. Oui, mais est-ce que c'est physiologique cette Ah addiction? oui. Est-ce qu'il y a un bien-être ou quelque chose qui apparaît? Moi, j'ai jamais pris de pilule contraceptive, évidemment, non. Peut-être que les femmes qui sont là pourraient témoigner. Est-ce qu'il y a quelque chose qui change dans la gestion, dans le bien-être, dans peut-être la libido? Je ne sais pas trop. Alors, c'est pas aussi, enfin, moi, dans tout ce que j'ai pu voir et lire, enfin, c'est pas aussi marqué que ça. Voilà, on prend pas la pilule et youhou, on se sent mieux, hein, c'est pas ça, mais c'est plus insidieux. Et en fait, vraiment, le fait d'avoir la pilule et d'être totalement, on va dire, anesthésié un peu de ses ressentis, de ses cycles, en fait, ça a quand même un effet sur tout ce qui est circuit aussi dopaminergique, récompense, etc. Donc, vraiment, oui, ça a quand même un impact. Alors, comme je te dis, pas beaucoup plus insidieux. Mais vraiment, oui, il y a vraiment un lien quand même aussi, et ce qui fait que c'est d'autant plus difficile de s'en défaire, effectivement, dans le sens où bah, on a connu un tel confort sans se poser forcément de questions, etc., que bah, finalement, réapprendre, c'est très inconfortable et ça peut être compliqué pour les femmes. Et donc là, on entre dans le côté bah, petit défi à retrouver ces rythmes naturels, quoi. Et comme c'est noté dans le chat, effectivement, libido en baisse, moi, c'est ce que ça me ferait penser. Alors, c'est un peu comme je vous disais tout à l'heure, la femme qui bosse comme une folle toute la journée, puis qui décide de faire un enfant où là, on a besoin de temps. Bah là, c'est pareil, elle a la libido en baisse au moment où elle devrait avoir le plus envie de faire l'amour. Enfin, je veux dire, on n'a pas des milliers de plaisirs dans notre monde, hein. On a le plaisir de manger, on a le plaisir de faire l'amour. Si on prend des pilules pour émousser toutes ces choses-là, ça va pas être trop drôle. Et puis je me dis que c'est pas très drôle d'ailleurs. Faut peut-être rechercher arrêter la pilule nous rend plus heureux. Je sais pas, je vois déjà un titre de livre, Marion. Mais bon, je plaisante. Mais voilà, en tout cas, ça demande aussi, finalement, s'il y a une réduction ou un arrêt, on est bien d'accord, il faut que ça soit fait avec un accompagnement, justement, de la connaissance des cycles et puis un autre regard peut-être sur la sexualité, le rapport à l'homme, le rapport à l'enfant, etc. Alors, ce qui est assez drôle quand même, c'est que les femmes on continue de leur proposer d'être belles et d'être désirables après la retraite, j'allais dire, après la ménopause avec le THS, le traitement hormonal de substitution. Donc elles sont toujours désirables, mais en fait elles ont moins de désir. En fait, c'est quoi ce beans? C'est Mais complètement paradoxal. bon, on n'est pas dans les mêmes proportions qu'avec la pilule. Je rigole quand même, mais je trouve ça assez cocasse quand même. Oui. Je reviens juste quand même sur la notion de confort de la pilule. C'est pas si confortable que ça hein, de prendre la pilule. En général, on a des symptômes qui arrivent, enfin ça dépend vraiment des femmes, hein. Il y en a, bah, c'est Anne Audrey qui a dit tout de suite. D'autres, ça prend des années. Mais c'est plutôt le moins pire choix, je pense, que font les femmes en prenant la pilule. Parce que bah, ça oblige à aller quand même régulièrement à des rendez-vous médicaux, à courir derrière des ordonnances, les pharmacies ouvertes, à penser tous les soirs, tous les matins à prendre sa pilule. Si on l'oublie, bah, le protocole change. En plus de tous les symptômes, et notamment la baisse de libido qui est énormément dit. Euh, enfin, en tout cas, dans mon cabinet, oui, ça m'arrive de recevoir des femmes qui me disent là, c'est plus possible la pilule parce que je n'ai plus d'envie, en fait. Tout est plat, quoi. Et Hmm. ouais, et en fait, je pense qu'il y a aussi un souci de ce qu'on voit, de ce que devrait être la sexualité. On imagine que la sexualité, ça doit être euh, tout de suite, c'est-à-dire le désir est là, hop,
on a tout de suite envie. C'est pas quelque chose qui se construit sur la durée, comme tu disais, Christophe, plusieurs heures avant, plusieurs jours avant. Et puis c'est très protocolé, c'est très oui, dans la consommation, quoi. C'est un acte consommable. Et bah, on a l'impression qu'on doit être disponible tout le temps. Et encore plus quand la libido diminue, on se dit mais le moindre moment où j'aurai envie, il faut tout de suite que ce soit possible. Donc bah, je continue à prendre un moyen de contraception permanent de manière à être disponible dès que l'envie se présente. Ouais. Il y a beaucoup de femmes qui pensent être euh, pas conformes parce qu'elles ont pas beaucoup d'envie, malgré qu'elles fassent tout pour se rendre disponibles à l'envie, quoi. Voilà. Et ben, peut-être qu'il faut se poser la question des hormones qu'elles prennent, effectivement. Hmm. Tout à fait. Mais souvent, c'est une prise de conscience assez tardive, quoi, parce que c'est vrai que, enfin, moi, de ce que j'observe, enfin, et notamment chez les adolescentes et tout, elles voient que le côté confort dans le sens où effectivement, elles peuvent, bah, avoir une sexualité quand elles veulent, où elles veulent, enfin voilà, à n'importe quel moment sans se poser de questions. Mais effectivement, par contre, toutes les personnes qui commencent un petit peu, enfin, je te rejoins sur le fait que c'est pas confortable, mais c'est peut-être confortable dans l'inconfort. Finalement, c'est un peu cette notion-là. Et que, en fait, c'est plus tard aussi que les personnes, enfin, moi, de ce que je vois, viennent parce que, bah, effectivement, là, elles se rendent compte que finalement, la sexualité, c'est pas forcément ce qu'elles attendent, etc. Donc, il y a quand même je trouve que ça, la prise de conscience, malheureusement, arrive un peu plus tard, alors qu'on devrait vraiment éveiller dès la puberté, quoi. J'ai une question à vous poser. Est-ce qu'avoir un enfant, c'est une maladie? Comme ça cache là, tout. Non, parce que c'est quand même drôle, parce qu'on parle, on dit non, non, j'ai rien contre la médecine. Mais là, ce qui est quand même assez drôle, il faut quand même le voir et le préciser, hein, c'est parce que là, on n'est pas en train de parler d'un médicament qu'on prend, comme tous les autres, pour lutter contre une maladie. On Ouais. prend un médicament pour ne pas avoir d'enfant, pour le confort. Puis après, je ne vous parle pas des accompagnements thérapeutiques, là, c'est autre chose. Mais là, on parle bien de la pilule contraceptive. C'est important de le préciser, hein, parce que c'est pour ça que je dis, vous inquiétez pas, on n'est pas dans l'exercice illégal de la médecine en disant, non, je suis pas contre la médecine. Mais là, on n'est pas dans la médecine. La médecine, elle soigne des maladies. C'est pour ça que je vous demande si avoir un bébé, c'est une maladie. Donc, inviter les femmes demain à revisiter la prise ou pas de contraceptifs, c'est pas s'opposer à la médecine, c'est proposer une alternative pour réguler peut-être le nombre d'enfants. Voilà, parce qu'en fait, c'est ça qu'on veut. Hein, Mhm. on ne veut pas avoir un gosse qui tombe à chaque rapport sexuel et avoir une grande famille de 15 parce que bon, on ne va pas refaire le monde, on sait très bien, non, on n'est plus du tout comme avant, il n'y a plus besoin de 15 enfants pour faire la ferme. Là, il en faut plutôt 2, 3 ou un et demi. On va bien le chouchouter jusqu'à faire de grandes études. Voilà, on veut la voiture qui soit pas la charrette, on pouvait mettre autant. Aujourd'hui, c'est des voitures 3, 4 places. Enfin voilà, tout est calculé. On est dans une gestion de sa famille. C'était pas tout à fait ça autrefois. Même si on gérait, mais différemment. Il y avait d'autres prérogatives, d'autres nécessités. En tout cas, voilà, c'est important. On n'est pas en train de parler de prendre un médicament naturel pour remplacer un médicament chimique contre une maladie. On est bien d'accord. On On est est en bien train de... d'accord. Non, mais c'est juste comme ça m'a traversé Et l'esprit. c'est là, justement, toute la beauté du naturopathe, c'est que on vient pas, oui, prendre une plante à la place d'une chimie, mais on vient changer complètement un état d'esprit, en fait, enfin, reparler de la vie, de, de la sacralité de l'union sexuelle. En fait, ça balaye tout ça, quoi, quand on parle Mm. fertilité, parce que bah, c'est bien connu que un rapport sexuel bah, peut entraîner une grossesse. Et on a dissocié, à mon avis aussi, la sexualité du lien à l'autre, de l'intimité, Oui, complètement. Ah, Mm. bien sûr, ouais. une conclusion à une intimité partagée. Mais en fait, c'est un début, bien souvent. Et en ayant perdu tout ça, bah, la pilule est arrivée là, c'était fabuleux, quoi. Le travail de naturopathe, c'est aussi ça, en fait, hein, c'est de ramener du sacré, du beau, de montrer qu'en fait, on n'est pas là pour lutter contre la vie, contre la nature, contre le vivant, mais de faire avec et de le comprendre pour pouvoir composer avec. Parce qu'évidemment, comme tu dis, Christophe, c'est pas, faut avoir 15 enfants, peu importe, autant d'enfants que Dieu nous en donne, c'est pas ça. Mais c'est suffisamment connaître ce qu'on est, notre nature profonde, et le respecter, et en composant avec dans le monde dans lequel on vit actuellement, en fait. De toute façon, on s'en mordra les doigts, hein. C'est comme, vous savez, ces moustiques transgéniques qu'ils ont sortis là,
Alors, je ne sais pas s'ils ont plus de testicules ou quoi que ce soit, mais ils peuvent plus se reproduire. Et puis du coup, ça a une action en chaîne sur l'ensemble de la chaîne alimentaire, parce qu'effectivement, les moustiques, bah, c'est embêtant, ça pique, hein, ça c'est drôlement embêtant pour prendre nos apéros en été. Sauf que ça alimente une chaîne alimentaire, notamment les hirondelles, mais pas que. Enfin, il y a tout un tas de choses qu'ils font et qui sont utiles. Comme tout ce qu'on appelle les parasites ou en agriculture les adventices. J'ai appris qu'il y en avait 1000 qui étaient contre l'agriculture, qui se lèvent le matin, il y a des petites plantes sauvages comme ça. Alors c'est celles que ramasse le naturopathe, embêtant, mais qui vont lutter contre la rentabilité à 2000% d'un champ, hein. Et puis on coupe les palissses aussi. Enfin bref. Tout ça, effectivement, je crois qu'il ne faut pas avoir peur aujourd'hui de parler du sacré. Alors, tous les naturopathes n'ont pas forcément cette approche. Je sais que dans notre école, on n'a pas peur de l'aborder parce que le sacré, c'est ni une religion, ni une secte, Oui. ni une philosophie. C'est redonner une dimension euh, importante à chaque chose que l'on fait. Et en donnant du sacré aux choses, on devient soi-même un peu plus sacré, c'est-à-dire un peu plus respectable et respectueux. Et ça, c'est important de le faire parce que dans la sexualité, c'est important, effectivement. Et moi, j'ai toujours vu du coup, dans les philosophies, dans les religions, il y a toute une codification de ce rapport sexuel à l'autre. C'est pas n'importe comment, c'est pas n'importe quand, c'est pas avec n'importe qui non plus. On fait pas un enfant effectivement n'importe où. Bah, si on fait pas un enfant n'importe où, peut-être qu'il faut faire gaffe à ce qu'on fait le samedi soir. Euh, mais on a changé complètement de paradigme. Et je pense que c'est important de ramener, parce qu'aujourd'hui, on s'en mord les doigts, c'est qu'on voudrait, on a inventé la pilule, mais on s'en mord les doigts parce qu'on n'a plus d'enfants. Oui. Alors, est-ce qu'il y a, parce qu'on ne va pas trop mettre le dos tout sur la pilule, quand on pose la question aux Français et aux Françaises aujourd'hui, euh, pourquoi il n'y a pas d'enfants, la réponse, c'est pas à cause de la pilule. Ils nous disent qu'ils n'ont pas envie. Oui. En fait, ils expliquent, enfin, voilà, c'est ce qui ressort, c'est qu'ils n'ont pas envie, qu'ils ont peur aussi, en fait. Et il y en a beaucoup, c'est la réponse qui vient, c'est qu'ils ont peur alors déjà de ce que ça induit d'avoir un enfant, parce qu'enfin, c'est quand même plus qu'un chamboulement dans un quotidien qui est pas forcément adapté, hein, parce qu'on est course enfin, le temps qui passe, enfin, voilà, on n'a jamais le temps de rien. Et voilà, la première angoisse des personnes interrogées, c'était notamment ça, c'était voilà, bah, que ça prend du temps, qu'après il faut pouvoir avoir assumé, donc financièrement aussi, c'est un des gros critères que bah, quand on a des enfants, il ben, faut pouvoir lui payer effectivement ses belles études, sa belle voiture, son bel appartement. Et donc finalement, bah, en fait, tout ça, ça ferme tout de suite l'envie, en fait. Alors ça, je pense que c'est vrai ce que tu dis, Séverine, mais je pense que c'est une vieille histoire qui a commencé déjà de notre génération à nous. J'ai l'impression qu'il y a depuis quelques années là, mais vraiment d'abord la fertilité se mesure en baisse depuis quelques années vraiment de façon anormale, enfin mais nouvelle, on va dire, nouvelle. Euh, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'anxiogène dans notre monde aussi Oui. par rapport à tout ce qu'on vit. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Marion, mais Oui, oui. Bah, moi, j'ai l'impression que le taux moyen de stress chez les humains de notre monde est bien plus élevé qu'auparavant. Ou peut-être pas forcément plus élevé, mais plus chronique. Et à mon avis, il y a un gros problème autour du stress chronique aussi et bah, du coup de la santé. En fait, la fertilité, c'est la première fonction qui s'arrête chez la femme quand il y a un stress. Et le stress, c'est quelque chose de très très large en fait, de très euh, c'est une fonction qui est naturelle hein, à la base. Le problème du stress n'est pas d'être stressé, mais de rester stressé chroniquement. Tout le temps. Voilà, c'est ça. Et de ne pas réussir à sortir de ce mode de vie stressant. Et clairement, si on n'agit pas aussi sur les facteurs de stress, sur le stress interne, sur la régulation émotionnelle aussi, hein, je pense qu'on on court à des problèmes du féminin de plus en plus conséquents. Et le souci, c'est que maintenant, en fait, enfin, les femmes, les hommes, enfin, tout le monde est tellement stressé tout le temps que maintenant, même un dossier à rendre devient enfin, un rappel, en fait, se surcharge encore, enfin, c'est encore du stress en plus. Enfin, penser à prendre rendez-vous, ça devient, alors, ça devrait être quelque chose de basique, mais devient encore enfin, se surajoute au stress. Donc, en fait, maintenant,
les femmes sont soumises à un stress quasi permanent quand elles n'arrivent pas à prendre de recul, quoi. Ou alors pas à trouver de solution ou de technique pour justement essayer d'apaiser un petit peu ce stress quotidien. Mm. Donc, pour résumer, on va dire que la pilule n'aide pas, mais il n'y a pas que ça. Effectivement, il y a tout un ensemble. J'ai envie de vous dire, il faudrait qu'on puisse à nouveau rêver, en fait. Parce que un enfant, enfin, c'est un peu le roman d'amour à l'eau de rose, hein. Vous savez, là, les deux personnes qui se rencontrent et puis qui s'aiment, là, sous le soleil couchant, et puis qui rêvent d'avoir un bébé. La femme qui va annoncer un matin après le petit-déj, faut que je te dise un truc, et puis là, j'attends un bébé. Enfin, on a l'impression que c'est quand même le must pour alors on va dire, c'est plus ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un iPhone. Mais c'est vrai, malheureusement. Mais je ne sais pas ce qui nous reste, nous les humains, et ce qui nous restera si on pète la planète, et qu'il reste un peu de bois quand même, ou un peu de grotte, ça sera ce truc-là. C'est cette merveille de l'enfant sacré qui arrive. On a tous envie de rêver, mais il faut que ce monde, qu'il soit un paradis, il faut peut-être pas exagérer, mais il faut au moins qu'il y ait des perspectives. Et j'imagine que, enfin, je sais pas que j'imagine, c'est que je suis sûr que la naturopathie a pour mission aussi, avec d'autres hein, bien sûr, de contribuer à réenchanter un petit peu notre monde, en redonnant de l'avenir à la morosité psychologique, qui est un regard souvent, hein, parce que si on regarde, les fleurs sont très belles sur les cerisiers aujourd'hui. Je suis allé les voir, elles sont vraiment belles. Sauf qu'on ne les regarde plus parce que dans notre tête, l'anxiété, alors il y a des vraies choses qui se passent, mais pas vraiment dans notre jardin. Sauf qu'on les amène dans notre jardin par toute la pression de la presse, des informations, de toutes les pollutions, je dirais, qu'on a aujourd'hui, et puis de la surinformation, de la désinformation, de l'anxiété. Et ce qui fait que l'idée, c'est aussi de revenir à ça, de revenir à peut-être ce regard positif sur, mais qu'est-ce qui est bien quand même, et il reste plein de choses bien, et sur je dirais, sur cette nappe-là, sur cette table, reposer des rêves, et notamment celle d'avoir un enfant, et que ça soit fait dans les meilleures conditions, hein. Alors, dans ce que vous proposez, parce que vous faites donc une formation, je pense qu'on peut en parler maintenant, ou vous avez peut-être d'autres choses à rajouter. Oui, Vous avez des choses à nous partager, peut-être en document, ou je sais pas, non, c'est pas prévu plus que ça, non? non. Non. Donc, vous proposez une formation donc, ben, dans mon collège, CNR Formation, et je vous en remercie parce que ben, on a fait ça ensemble, mais vous avez répondu, et c'est chouette, parce que je pense que c'est un vrai sujet. La preuve, c'est qu'on a pensé avant même que ça soit un sujet de société, et aujourd'hui, ça l'est. Donc, c'est quand même important, et ça serait bien que la naturopathie contribue avec toutes les instances qui existent en collaboration pour aider ben, nos couples à peut-être faire des enfants, avoir envie d'en faire si c'est vraiment ce qu'ils veulent, bien sûr, mais aussi à proposer à la femme, on l'a compris, hein, avant tout une information, c'est-à-dire reprendre une forme de souveraineté hein, sur sa sexualité, sur ces troubles qui vont avec peut-être une sexualité mal gérée ou en tout cas son cycle féminin mal compris. Donc il y a beaucoup de travail d'éducation, donc d'information, c'est formation et information, mais vous n'allez pas vous arrêter à faire des gosses, hein, je crois, hein, dans votre formation. Vous pouvez nous parler un petit peu pour terminer, un petit peu tout ce que vous avez prévu, Oui, même bien si... sûr. Oui. Alors, de base, en fait, effectivement, on va réinformer sur ce qu'est un vrai cycle, enfin un cycle naturel, etc. Mais après, l'objectif, c'est qu'en fait, quand on suit cette formation, c'est après de repartir avec des outils concrets sur comment accompagner la femme et comment l'aider de manière naturelle à compenser et à vivre avec son trouble. Parce que bah, voilà, une endométriose, elle est là et elle est là. Mais comment au moins l'accompagner pour que les répercussions au quotidien soient amoindries et qu'elle puisse retrouver effectivement une certaine sérénité dans son quotidien. Et puis on va essayer après effectivement on va essayer de balayer les grands troubles qu'on trouve notamment actuellement et de voir quelle technique, quelle solution on peut proposer à chaque type de trouble. Et tout ça dans l'objectif vraiment, c'est voilà,
de réapprendre à la femme à se faire confiance aussi, parce que, enfin, à partir du moment où on en parlait tout à l'heure, mais quand on se connaît, quand on apprend à s'écouter, etc., il y a beaucoup de choses déjà qui peuvent être apaisées. Et donc vraiment, on essaiera de gratter un petit peu, voilà, sur tous ces points-là. Et puis on parlera également aussi, enfin, de flux libre instinctif qui va avec, enfin voilà, qui va avec le côté se connaître et se ressentir. On parlera aussi méthode Aviva que Marion enfin, connaît bien et pourra nous expliquer tout en détail, les tenants aboutissants et voilà. Je pense que Oui, si jamais, bon, je reviens sur la méthode Avia parce que je pense qu'il y a pas mal de monde qui la connaissent pas, ce qui serait bien oui. d'en faire. Donc, Oui, oui, absolument, je veux bien, Marion, oui, parce que c'est quand même chouette de savoir ce que ça veut dire. et oui, 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 alors ça rentre complètement dans le champ de la naturopathie. Ça, voilà, ça s'imbrique avec la phytothérapie, avec toutes les méthodes qu'on connaît. Et la méthode Aviva se base surtout sur le mouvement. C'est des mouvements de danse qui sont vraiment très simples, qui sur une musique qu'on connaît tous aussi, les Beatles, tout ça. Et grâce à ces mouvements, on va venir réchauffer en fait l'intérieur du bas-ventre et puis ramener la fluidité là où bien souvent c'est très enquisté, voilà, on bouge plus tellement en fait au niveau du bassin et c'est des mouvements qui vont ramener du sang en fait, faire un pompage vasculaire qui vont ouais, réchauffer, enfin détoxifier en fait simplement par le mouvement. Je ne vais pas enseigner la méthode Aviva en entier, évidemment, mais voilà, éveiller au fait qu'elle existe et puis donner des exemples en fait, de mouvements qu'on peut facilement enseigner après en cabinet ou pratiquer soi-même. Et parmi ceux qui fonctionnent le plus, le mieux, quoi. Voilà. Méthode Aviva. Aviva, donc, Et puis comme les après, assurances. C'est ça. pardon? Aviva comme les assurances, hein, si jamais il y en a qui n'avaient pas compris. L'assurance d'une bonne santé gynécologique. Je savais pas qu'il y avait une assurance à Viva. Bon, en tout cas, ça veut dire aussi que vous proposez donc régulièrement ce stage ici au CNR et que voilà, il y a une partie en visio, comme on a fait ce soir d'ailleurs, sur une trentaine d'heures, et il y aura un stage qui sera en option, bien sûr, optionnel, pas obligatoire pour celles et ceux, parce que je faut quand même rappeler que c'est un stage qui est ouvert aux hommes qui ont qui portent de l'intérêt à la femme ou à leur femme, à leur compagne. Ça, c'est important, surtout s'ils sont thérapeutes, c'est encore mieux. Et donc, il y aura ce stage pratique qui se fera au moulin. Euh, Oui. Tout à fait. Euh, ok. Juste peut-être repartager encore mon écran parce que c'est quand même bien tous ces systèmes. Juste pour vous montrer, pour ceux qui veulent avoir plus d'informations, vous allez sur le site du CNR, vous faites technique naturelle, technique à la carte, et là vous allez trouver conseillère en naturopathie féminine. Donc ce stage, on le fait depuis pas mal, on le propose depuis pas mal de temps. La prochaine session sera à partir du 28 mars, donc c'est bientôt, hein. Voilà, et vous faites découvrir la formation et vous avez une petite vidéo qui a été faite par Séverine. Il y a également toute une visio assez complète sur la naturopathie au service de la féminité qui avait été faite par Marion. Et vous avez tout le programme avec les différentes journées. Voilà. Et puis après, vous pouvez vous inscrire. Alors, on a déjà pas mal d'inscrits pour cette formation. Voilà, vous pouvez, de toute façon, c'est une formation qui se fait de façon régulière, mais vous pouvez encore vous inscrire si le cœur vous en dit. Ben voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à partager. On peut peut-être laisser la parole à nos auditeurs ou auditrices. S'il y a des questions, vous pouvez mettre votre micro, mettre votre caméra. C'est avec plaisir qu'on vous, qu'on répondra à vos questions, enfin surtout les conférencières. Moi, je suis juste un poseur de questions. Quoique j'ai ma petite Je réflexion pose quand même, hein. très bien les Oui. questions. Voilà. Alors, on va mettre en galerie. Voilà, qu'on voit tout le monde. Est-ce qu'il y en a qui veulent prendre la parole parmi vous? On vous a tous bien endormis. Non, mais c'est pas, voilà, c'est pas, je pense Non, moi, que, j'allais plutôt dire voilà, qu'elles étaient encore en pleine réflexion.
Non, j'aurais bien demandé en fait la formation s'il y a des prérequis déjà. Est-ce que ça s'adresse à n'importe qui pendant la formation de naturo ou est-ce qu'il vaut mieux être rendu déjà à la fin, avoir des bonnes bases, voilà. Non, pas du tout, parce que le but, ça s'adresse vraiment à toute personne qui souhaite accompagner la femme dans sa globalité. Donc après, mais qu'on soit en Ok. cours de cursus ou pas, on reprend les bases de la nat physio, ça, on peut pas en faire l'impasse. Ouais. Donc non, il n'y a pas d'impossibilité là-dessus du tout, quoi. Euh, on parle de la préménopause, de la puberté, on balaye vraiment toute l'histoire hormonale de la femme? Oui, tout à fait. En fait, il y a vraiment, Ok. vraiment, si je dois refaire le programme, c'est vraiment un nat physio sur voilà, les bases d'un corps humain, enfin, d'un corps féminin, quoi. Hmm. Et après, vraiment, on repart sur les âges de la femme et ce qui se passe dans son corps, enfin, même au côté psycho-émotionnel, etc. On parle aussi du cycle à proprement parler, qu'est-ce qui se passe dans chaque phase du cycle, aussi bien au niveau hormonal, aussi au niveau énergétique, au niveau sommeil, etc. Et puis après, effectivement, on va dérouler les grandes problématiques. Donc, effectivement, dans la puberté, par exemple, les cycles irréguliers qui sont souvent amenés vers la pilule ou au contraire, périménopause, Hmm. ménopause, endométriose, SOPK, qu'on aborde également, les fibromes. Enfin, Ouais. voilà, on va essayer en tout cas de balayer les plus grands troubles qu'on trouve pour essayer d'apporter en tout cas un maximum de techniques et d'accompagnement. L'accompagnement à la fertilité aussi. Aussi, oui. Ok. Ok. Oui, oui, en fait, on a vraiment l'approche naturopathique qui fait qu'en fait, en comprenant un mécanisme, après, vous allez pouvoir piocher dans tous les outils qu'on va vous donner. On va pas vous donner des protocoles pour s'il y a un SOPK, faut donner ça, 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 ça. C'est pas trop le Non. genre de la maison. Par contre, on préfère voilà, vous éveiller à la compréhension d'un mécanisme. Et puis après, c'est votre sagesse personnelle aussi qui, au fur et à mesure de votre pratique, quoi, qui va grandir. Et vous allez pouvoir piocher ouais, dans les outils qu'on va vous donner. Quoi. Mais en fait, on peut pas tout voir. De toute façon, c'est impossible. Mais vous allez avoir ce qu'il faut pour comprendre ce qui se passe chez les femmes qui viennent vous voir. C'est Au-delà ça, en fait. de estampiller leur maladie. Hein. Voilà, c'est ça. C'est vraiment après que vous soyez en mesure de faire des liens voilà, entre ce qui fonctionne et pourquoi ça ne fonctionne pas, le dérèglement, etc. Et de trouver par vous-même après ce qui conviendra le mieux à la personne. Donc, on vous Après, donne des billes et puis après, voilà, effectivement, mais comme dit Marion, il n'y aura jamais un protocole. Bon, bah alors, tu as une personne qui vient pour un SOPK, tu lui donnes ça, ça, ça et c'est nickel. après, tu disais Juliette, mais ta question est intéressante. On peut faire cette formation en tant que femme, en tant qu'homme, Hmm. euh, pour connaître, parce qu'on est dans l'éducation. De toute façon, on dit que le naturopathe est éducateur de santé, éducateur à la vie, en fait, hein, au mode d'emploi, le meilleur, le plus ancien, le plus sacré, de ce que c'est qu'un être humain dans toute sa splendeur. Et donc, celui qui vient ou celle qui vient pour sa vie personnelle, ben, elle aura des réponses. Si toi, tu es futur thérapeute, donc forcément, tu vas pouvoir t'en servir parce que tu auras la même information, mais que tu vas véhiculer, tout comme une femme qui vient pour elle va pouvoir le transmettre à sa fille ou sa cousine. Donc ça, tu vois, l'usage va être différent, mais l'information, c'est comme d'apprendre à manger. On peut suivre un stage en tant que thérapeute et on peut suivre un stage euh, en tant qu'individu, tu vois. Donc, oui, à n'importe qui, en sachant que pour nous, personne n'est n'importe qui. Hein, c'est surtout les femmes, hein, c'est au contraire. Donc, c'est très important. Et je te dis, demain, ça sera peut-être des enfants qui auront cette formation-là ou cette information, notamment les adolescentes. Euh, et tu vois, ce ne sera pas forcément des thérapeutes. Mais voilà, nous, on est des petits autothérapeutes, hein, les praticiens. Hein. C'est-à-dire qu'on commence chez soi, avec soi, on commence dans sa famille, puis après, on fait profiter aux autres. Hein. Donc, que vous soyez praticien en cours, praticien déjà en place ou en individuel, voilà, tout est, tout est intéressant dans cette formation. Vraiment, les prérequis, j'allais pas dire, si c'est d'être un humain, et puis de s'intéresser à vouloir faire autre chose au niveau de sa vie, notamment féminine.
Et c'est important que les hommes, mais je revendique encore, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes peut-être ce soir, je revendique l'importance de l'implication d'un homme par rapport à... C'est même indispensable en fait. Et puis d'ailleurs, si, voilà, si l'homme n'était pas là, il y aurait peut-être aussi moins de problèmes. Donc il est en partie responsable de certaines choses, pas de tout. Mais je veux dire, s'il n'y avait pas d'homme, il n'y aurait pas de pilule, on est d'accord, hein. Donc, c'est quand même important que leur petit confort, il y ait une petite facture aussi d'information, d'accompagnement, joyeux, coopératif, fraternel. C'est comme ça que j'entends le couple de 2027. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres interventions? Je vais arrêter l'enregistrement.